je me suis dit, j'ai envie d'aller à Paris. Je me disais, oui, l'Italie c'est bien, mais en fait, j'ai envie de voir autre chose. Donc, en 3 semaines, je suis allée sur Best Restaurant Paris parce que c'était l'unique truc que je connaissais. J'ai pris toutes les adresses mail de tous les hôtels, de tout. J'ai fait mon CV en français et je l'ai envoyé à Bâle pour un total de 350. Combien de réponses? Une dizaine de réponses. J'avais un entretien le soir. Je suis arrivée en avion et au début, mes entretiens, c'était chez des restaurants italiens. Et moi, je ne voulais pas aller travailler dans les restaurants italiens, sinon autant rester en Italie, ça ne sert à rien. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grands noms de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, mon ami ici, le petit barbecue japonais, et moi-même sommes chez Tania Cadeddu. Cadeddu. Elle nous le dira mieux que moi, parce que c'est une sarde, vous allez voir. Elle va nous raconter, j'allais dire son aventure, sa vie, son apprentissage de la cuisine en Sardaigne, la montée à Paris, les restaurants dans lesquels elle a travaillé, bien sûr l'aventure Top Chef. Donc un épisode qui va être, j'imagine, hyper intéressant. J'ai hâte de l'écouter en tout cas. J'espère que vous aussi, donc installez-vous confortablement, préparez-vous un petit café ou un petit thé frais s'il fait un peu trop chaud, voilà. Et puis on va découvrir un numéro hyper intéressant avec Tania. On y va tout de suite, c'est parti pour Les Chefs se mettent à table. Tania, bonjour. Bonjour Toto. Merci de nous recevoir ici chez toi pour cette première interview. Alors attends, parce que tu sais que c'est aussi disponible en podcast, donc qu'à l'audio. Donc, des personnes t'entendent, mais ne te voient pas. Donc, si on commençait par une petite présentation pour ces auditeurs-là, du coup. Avec grand plaisir. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Tania Cadeddu. Je suis une chef de cuisine qui vient tout droit de la Sardaigne. Et j'ai tourné des grandes maisons, donc le Ritz, l'Auberge de Glazik. Et j'ai aussi participé à Top Chef la saison 13. Et aujourd'hui, je suis à mon compte et je travaille sur différentes marques. Génial. Bah, tu vas nous raconter tout ça dans un épisode qui s'annonce très méditerranéen. J'adore. On est parti. Allez hop, c'est parti. Les chefs se mettent à table. Alors, première question. Quel est ton premier souvenir de cuisine? De plat, Mon premier souvenir de cuisine, c'est quand ma tante Cinzia m'a appris à faire le tiramisu. J'avais 9 ans et demi. Et bon, voilà, j'avais 10 ans quand j'ai appris à faire le tiramisu. Il y a eu plusieurs fois où je l'ai raté. Donc maintenant, j'ai 33 ans. Ça fait 23 ans que je fais le tiramisu. Donc autant vous dire que ça y est, mon tiramisu, il n'a même pas besoin de balance. C'est fait, le poids, c'est fait avec la cuillère, à la cuillère, vraiment à l'ancienne. Ah ouais, tu master. Et pour tout vous dire, la petite histoire du tiramisu, j'ai connu une dame que c'est un peu ma grand-mère de cœur, s'appelle Madame Geoffroy, qu'elle a 10 chambres de bonne sur Paris. Et elle était dans ma vie, dans des moments vraiment où j'avais besoin qu'elle soit là. Et du coup, je lui ai appris aussi le tiramisu. Et elle le fait assez nouveau, à Noël et tout. Et maintenant, tout le monde dans la famille le réclame le tiramisu. Comme quoi, il y a eu un échange de culture. Et donc toi, c'est le tiramisu. Et alors, bon, allez, à part tes tiramisu, commençons par ça direct. Le tiramisu de Sardaigne est différent du tiramisu de Sicile ou... Je pense que oui, chaque région, comme en France, chaque région d'un plat, il change, qu'on rajoute de l'amaretto, on met un peu plus au moins de sucre. En fait, chaque région, il a sa petite recette à soi. Voilà. Et toi, alors, il a quoi de particulier, le tien? Tu peux divulguer ou pas? Oui. Oui? Oui. Oh, c'est magnifique, ça, j'adore. On met de la chantilly. En fait, on fait une base. Je peux même vous dire les grammages de tiramisu. Vous mettez 5 jaunes d'œufs avec 10 cuillères rases à soupe de sucre. Et ça, vous le mélangez bien, ce qu'on appelle un appareil à bombe. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez réussir votre tiramisu, vous devez mélanger les jaunes et le sucre à balle. Vraiment, ça doit être bien épais. Ensuite, vous enlevez avec les fouets électriques, vous les utilisez plus pour le moment. Vous utilisez le fouet manuel en maryse pour mélanger la mascarpone. Pourquoi pas le fouet électrique, sinon il va tomber. OK? Ensuite, que vous avez mélangé avec 500 g de mascarpone, vous ajoutez 250 g de chantilly, enfin de crème 30% montée, et ensuite les blancs en neige.
Voilà. Et voilà. Et voilà la recette. Ok. Et tu mets un peu d'alcool, toi, dans Non. le... Non. Non, que du café, mais le café, pas de café fait à la machine, mais du café fait en cafetière à l'ancienne. Je l'ai, hein, je l'appelle Ferrari, elle est rouge, je te l'amène. Alors vas-y, oh, j'adore, on bouge pas. Et voilà la petite machine. Génial. Voilà, avec ça, et le café, il est beaucoup plus corpeux, beaucoup plus... C'est pas une machine comme celle à l'américaine où le café, il est très... Oui, très... pas liquide, on va dire. Voilà, là, t'as le café, du corps. il a vraiment du corps. Dans la limite, moi, je préfère ce café-là que le café classique qu'on boit dans les cafés italiens, qu'il est hyper réduit, ok, il est très fort, mais il n'a pas aussi cette consistance typique qu'on a avec cette machine. Ouais, c'est typique, ça, en effet, de l'Italie. De l'Italie, exactement. Ah, canon. Bon, allez, on revient, on referme la parenthèse tiramisu. L'émission, elle est complètement folle, j'adore. Alors, fin de la parenthèse tiramisu. Donc, tu as 10 ans, tu découvres le tiramisu, comment le préparer. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis tout de suite, ça va devenir mon métier ou pas encore? Non, pas encore. Au début, je voulais suivre le schéma de ma mère. Ma mère, elle a une école d'art en Sardaigne. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais tenter l'école d'art. J'avais à l'époque 13 ans et demi. Je me suis dit, bah voilà. Du coup, j'y vais au cours. En fait, à chaque heure à l'école d'art, tu changeais de classe. Parce que tu avais le cours de céramique, le cours du bois, le cours de ci. Voilà, chaque heure, on changeait. Et quand on allait faire le dessin réel, on appelle ça en français, donc de vrais dessins où il fallait dessiner, par exemple, pour une aigle, il fallait dessiner pareil. Eh bien, moi, j'ai galéré. Et je voyais mes compagnons de classe qui faisaient des tigres, des trucs, alors que moi, j'arrivais pas du tout. C'était pas mon truc, je me sentais pas à l'aise. Un blocage ou... Ouais. J'ai toujours aidé ma mère, que ce soit pour faire la céramique, pour différentes choses, mais j'ai jamais eu la vraie passion de ça. Alors que, à chaque fois, j'ai aidé ma tante à Noël, Nouvel An, alors que ma cousine et tout, ils sont fichés et elle allait faire sa vie à jouer. Moi, j'ai aidé ma tante et j'adorais ça. Cuisine. Oui. Donc, on faisait les lasagnes, le vitello tonnato, les boules au vent, les petits pâtés, du tout. On faisait du tout avec ma tante, notamment à Pâques et à Noël. Et du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, ma tante, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais fais la cuisine. Tu fais que ça avec moi? J'ai dit, mais pourquoi pas? Et du coup, je suis partie à 400 km de chez moi, dans une école hôtelière à Alghero. Et cette école hôtelière était devant la mer. Et là, on est toujours en Sardaigne, là? En Sardaigne. Ok. En fait, moi, je viens de Oristano, que c'est le centre-ouest sur la côte. Oui. Et je suis partie à 400 km de chez moi, tout au nord. À la pointe. Toujours sur le ouest. Ouais. Et à Alghero. Et à Alghero, il y avait cette fameuse école devant la mer, incroyable. Génial. Ouais. C'était beau. Et en plus, à l'époque, on pouvait encore travailler quand on était mineur. Donc, quasiment tout de suite, j'ai enchaîné les saisons à 15 ans et demi. Donc, je faisais mes études en hiver, les saisons en été. Génial. Et j'avais toujours cette soif, pas forcément de... Oui, la cuisine, ça me plaisait. Je suis pas quelqu'un, ça serait faux de dire ouais, c'est la cuisine m'a poussée depuis que je suis petite, parce que c'est pas vrai, parce qu'il faut connaître quelque chose pour être passionné. À l'époque, je la connaissais pas autant que ça. Avec ma tante, oui, on faisait des gestions et tout, mais j'avais surtout soif d'indépendance. Je me sentais que j'avais envie d'avoir... Dans les livres, on lisait La Tour d'Argent, le Ritz, Paris, la ville de la gastronomie. Alors là, t'as quoi? T'as 16 ans? Là, oui, je suis dans mes études, donc j'ai 16 ans, oui. Et déjà, pour toi, la cuisine, on va dire égale Paris ou égale la France, déjà? Oui, bien sûr, c'est ça qu'on étudiait dans les livres en Italie, bien sûr. Les bases italiennes, les bases françaises. Et à niveau culinaire, Paris est la France est très renommée. Parce que nous, on va dire qu'en tant que Français, l'Italie aussi, c'est vachement réputé en termes de cuisine. Bien sûr. D'accord. Et donc, comment ça se passe ta formation en Sardaigne? T'as des stages, t'es en apprentissage? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en apprentissage. Mon apprentissage premier, c'était catastrophique, dans le sens que je travaillais 15 heures par jour.
J'étais maltraitée parce que bon, le chef, il fumait des clopes pendant qu'il sautait des pâtes, il faisait des rails de cocaïne. Moi, j'avais 16 ans, je n'avais rien demandé. Oh là là. Je dormais dans un endroit où, en fait, la chambre, elle était divisée par des armoires. Et le chef, il couchait avec la plonge, la meuf qui faisait la plonge. À côté, derrière l'armoire. À côté, des fois, je trouvais dans ma petite table de nuit des verres de Havana Club, des gens qui buvaient. C'était de gros. Ma première expérience en cuisine, elle était de gros n'importe quoi. En plus, mais vraiment, à niveau même mental, c'était dur parce que, par exemple, je me mettais à gratter des grilles. Elle me regardait, me disait, gratte, tu vas jamais gagner de toute façon, petite. Donc, c'était chaud. Ma première expérience, c'était hyper traumatisant. J'ai fait 3 mois de travail. J'ai perdu 7 kilos. Ma mère, elle m'a repris, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Et malgré ça, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça quand même. Oui, parce que j'avais envie d'être indépendant. De base, c'était ça. C'était être une femme indépendante et apprendre un métier qui déjà me plaît, mais d'ici à être passionnée, on va pas se mentir, pour être passionnée, il faut... Moi, c'est quand j'ai eu les mêmes sensations de quand je faisais le tiramisu avec ma tante dans l'endroit où j'ai travaillé. Là, ça commençait la passion, c'était pas à 16 ans. En plus, ça s'appelait Il Covo. Il Covo, en français, ça veut dire... Ah, merde. Il Covo, c'est un enclos. Un enclos? Non, un enclos. Un enclos où tu mets des bêtes, voilà. des chèvres, des moutons. C'est trop drôle, ça s'appelle Il Covo, un enclos. Et après, c'était une horrible expérience. J'ai travaillé au Forte Village Resort, au restaurant Bella Vista. Et là, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Il y avait un chef très renommé, d'une étoile Michelin, que maintenant, je ne me rappelle plus son prénom. Elle m'avait proposé d'aller à Milan en stage, à l'époque, pour faire un stage chez lui, seulement que moi, j'avais déjà commencé à travailler, donc il fallait revenir en arrière, en apprentissage, pas forcément en stage. Et donc, à l'époque, moi, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas trop. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé 350 CV et en 2-3 semaines, et je suis partie en France. Tu parlais français? Ouais, mais vite fait, hein. Vite fait. Non, mais en fait, le restaurant Bella Vista où j'ai travaillé en Sardaigne, maintenant, c'est un chef blond, là, j'avais vu en plus son foie. Ah, mais l'anglais, tu veux dire? Tu parles de Gordon Oui, Gordon Ramsay. Voilà. Oui, voilà. Et donc, t'étais dans un de ces restaurants? En fait, j'étais dans un des restaurants de Gordon Ramsay, le Bella Vista del Forte Village Resort, à Santa Maria di Pula, au sud de la Sardaigne. Ouais. Et là-bas, j'avais appris à travailler le poisson. Donc, on avait des homards. Moi, j'ouvrais les homards, je les faisais à la plancha. On faisait la cuisine barbecue. On faisait une cuisine un peu plus soignée. Donc là, c'était vraiment... J'avais une place de commis confirmé parce que j'avais travaillé à Alcovo. Après, j'avais travaillé 12 ans dans une auberge. Ah, ça, c'est trop drôle, l'auberge. Ah, tu nous racontes après, l'auberge. Ouais. Alors, du coup... Qu'est-ce que tu découvres chez un étoilé? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'auberge, par exemple, et l'étoilé, tu penses? Comme ça, avec le recul, maintenant. Avec le recul, c'est la pression, parce que l'ambiance étoilée, c'est une ambiance très égocentrique. Donc, il y a énormément de pression. On dirait qu'on sauve des vies en coupant des carottes. C'est la Sainte Étoile. Enfin, dans le sens... il y avait même les façons de parler des gens hyper militaires, hyper à la fois malveillantes aussi. Notamment, moi, je suis une femme. Donc, il y a 15 ans, l'ambiance en cuisine n'était pas le même. Donc, tu as toujours les petites remarques d'ici par-là pour ton physique, pour tes erreurs. Mais en même temps, quand on est jeune, quand on est commis de cuisine, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Et du coup, voilà, vraiment l'ambiance. Alors que dans l'auberge, c'était plus, entre guillemets, décontracté, entre guillemets, parce qu'on était ouvert que le soir. En revanche, on allait travailler parce qu'on produisait 70% de nous-mêmes, donc on allait travailler dans les champs.
On tuait aussi des bêtes, des cochons et des agneaux. Par exemple, moi, je n'arrive plus à... Oui, ça peut être si je ne le cuisine pas, mais l'agneau, j'ai du mal. L'agneau, j'ai du mal parce que j'ai justement aidé. Le cochon, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que l'agneau, ça m'a marqué. Ça m'a marqué énormément. Donc, 2 salles, 2 ambiances, mais... Mais dans les 2 cas, on dirait que tu avais quand même des produits qui étaient... parce que tout à l'heure, tu parlais de homard. Là, j'imagine que les agneaux que vous éliez, ils devaient être super en termes de qualité. Ah oui, en termes de qualité, c'était incroyable. Même les cochons de lait. Parce qu'il y a les cochons de lait, en France, ils ne sont pas très renommés. Alors qu'en Italie, on fait, surtout en Sardaigne, on fait le maialetto arrosto, que c'est vraiment le cochon de lait qui fait 4-5 kilos. Ici, en France, les cochons, on les tue à 7-8 kilos, 6. Mais de norme, ils ne le tuent pas aussi petit, alors que nous, on le tue très petit. Et la viande, la chair, elle est beaucoup plus tendre. Et la couenne, elle est très croustillante. Donc, on fait ça à la broche avec des pommes de terre. C'est vraiment très, très, très bon. C'est pas celui qui est désossé, celui-ci. Moi, je fais une version en le désossant. Tu l'as pimpé, toi. Oui, je l'ai pimpé. Et alors, pour rien vous cacher, elle m'a envoyé une vidéo en accéléré du désossage. Combien de temps il faut pour désosser le cochon? Alors, j'avais jamais fait à l'époque et j'avais mis 1 heure par cochon. Ah, c'est rapide quand même, 1 heure. Moi, je me rends pas compte de ce que... Ouais, remarque, c'est comme ça. En vrai, après... C'est rapide, hein. Tu as le coup de main quand même. Hein. Oui, mais normalement, un petit cochon comme ça, tu mets 30 minutes. Hein. Ah bon? Je pense, à le désosser? Oui, un boucher lambda, oui. Bien sûr. Bien sûr. Un cuisinier, il y a des cuisiniers au l'heure d'aujourd'hui qui ne savent même pas lever des poissons, mais parce que maintenant, tout est prêt. Forcément, même le business, il te demande ça. Il y a les poissonniers pour ça, il y a les gens pour ça, il y a les gens pour, après, traiter directement le poisson. Ce n'est pas forcément bien, pour ce que je pense personnellement. Mais voilà, les grands restaurants, les grandes entreprises, ils vont plutôt dans ce sens-là. Oui, OK. Donc, on revient chez Gordon. Donc là, tu es une étoile. Et tu t'occupes, tu travailles dans un restaurant étoilé et tu t'occupes des... Là, ça fait déjà 3 ans que je fais la restauration. Ouais, c'est ça. Mine de rien. 2 ans dans l'auberge, c'est ça? 2 ans l'auberge, 1 an le Covo, et là, j'enchaîne avec Gordon. Donc, 4 ans, mine de rien, j'avais 18 ans, oui, ça compte, ouais. Super. C'est ça. Et commencer, donc 18 ans, restaurant une étoile, c'est quand même... Tu dois être contente quand on... C'était bien. Après, j'étais très jeune. J'aimais pas trop l'ambiance. OK. Parce que je trouvais qu'il était assez hautain. Moi, j'étais un peu la chouchou, donc je m'en foutais, entre guillemets, parce que j'ai toujours eu un gros caractère. Donc, en fait, dans la restauration, notamment quand tu es petit, t'es la chouchou. T'es ce qui prend. Le souffre-douleur, quoi. Voilà, le souffre-douleur. Moi, j'ai eu la chance, dans ce cas-là, d'être la chouchou. Ça ne change pas que j'avais des oreilles et des yeux pour regarder. Et je trouvais hyper toxique leur management. Mais après, à force, ça te semble que ça soit normal. Parce que tu te dis, c'est la normalité. C'est comme si un enfant qui vient de naître, tu commences à le taper. Au bout d'un moment, on lui dit, c'est normal qu'il me tape. J'ai fait une bêtise, je vais te taper. Ouais. Et tu sens là, avec les années, une évolution de ça, justement? On va dire que pas la nouvelle vague, tu vois, mais les jeunes qui montent, tu sens une évolution, qu'il y a vraiment un changement de mentalité de ce côté-là? Oui. Le respect, mais il y a eu toujours les chefs qui respectent leur personnel. Sur ça, il n'y a aucun doute. Mais dans tous les cas, on trouvera toujours des gens mauvais et des gens bien. Et je suis fière que l'empreinte de la femme dans le monde de la gastronomie a apporté justement un équilibre. Il y avait que des bonhommes entre couilles, on se fait des blagues de cul, on se touche les fesses, on se fait une olive. Et là, au moment, c'est une ambiance de travail, c'est pas une porcherie. Mais les ambiances de cuisine avant, c'était très macho. Hein. Donc, c'est vrai. C'est bien que ça change. Non, c'est bien que ça change. Et alors, combien de temps tu restes dans ce restaurant-là, du coup? Combien d'années tu fais? Je fais 1 an. OK. Et après, je me suis dit, j'ai envie d'aller à Paris.
J'avais eu une offre pour aller partir à Milan, mais j'avais envie en fait de connaître une nouvelle culture, de voyager. Je me disais, oui, l'Italie c'est bien, mais en fait j'ai envie de voir autre chose. Donc en 3 semaines, je suis allée sur Best Restaurant de Paris, parce que c'était l'unique truc que je connaissais. J'ai pris tous les adresses mail de tous les hôtels, de tout. J'ai fait mon CV en français et je l'ai envoyé à Bâle pour un total de 350. Combien de réponses? Une dizaine de réponses. J'avais un entretien le soir. Je suis arrivée en avion et au début, mes entretiens, c'était chez des restaurants italiens. Et moi, je voulais pas aller travailler dans les restaurants italiens, sinon autant rester en Italie, ça sert à rien. Bah non. Et du coup, j'ai enchaîné. Mon premier resto s'appelait la Table Oriston, rue Lauriston, dans le 16e. On est en quelle année là, à peu 2013. près 2013, ok. Donc il y a 12 ans, allez. Ouais. Il y a 12 ans. Ouais, il y a déjà 12 ans. Et avec le recul, est-ce que tu penses que le fait que tu étais dans un restaurant une étoile, avec un chef quand même qui est plutôt à l'époque très connu, est-ce que tu penses que ça t'a permis d'avoir ces quelques dizaines déjà de réponses ou de chefs qui se sont dit ou pas du tout? Tu penses pas? Non, je pense que c'est pas ça parce que j'avais pas mis que la Bella Vista, il y avait un étoile. J'avais pas pointé sur ça. Parce qu'à l'époque non plus, oui, c'était renommé, les étoiles, mais moi, à l'époque, je me sentais pas enchaînée de suite à un étoilé. J'avais déjà envie d'apprendre le français, la vraie cuisine française, dont les grands classiques, le navarin d'agneau, le coq au vin, donc le foie gras au torchon. Je savais même pas ce que c'était le foie gras. Je connaissais même pas les raviolis en boîte, par contre, conserve. Ça, je l'avais pas validé hein, quand je suis arrivée. Je trouvais les raviolis en conserve. J'ai appelé ma mère, je dis maman, mais ils ont les raviolis en conserve. Elle m'a dit, mais arrête, je te crois pas. J'ai envoyé la photo, elle me croyait pas, ma mère. Toujours. J'adore. C'était énorme. Et du coup, la Table Oriston, c'était un super bon début parce qu'en cuisine, on était moi, le chef, le plongeur. Et on faisait la cuisine vraiment franco-bourgogne. Donc voilà, le classique, foie gras au torchon, navarin d'agneau, coq au vin. Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, évidemment. Tout ce qu'il y avait de plus grand classique, donc c'est cool. Et j'ai eu une énorme remise en question d'ailleurs par rapport au foie gras. Pourquoi? Parce qu'au début, moi, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que je le tartinais, c'était trop bon. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'ai regardé des vidéos sur Internet. Voilà, j'ai pas forcément réfléchi. Je dis, bah, comment ils produisent ça? Et alors, j'ai vu, je suis tombée sur, évidemment, il n'y a pas tout le monde, tous les éleveurs qui font ça, mais je suis tombée sur des élevages intensifs, de gavage. Donc, après ça, mécontent, je me suis tapé les élevages industriels de cochons, de cheval, de bœuf. Alors là, je pétais un plomb, j'étais en pleurs, j'avais 20 ans, j'étais dans un pays que je connaissais pas. Gros remise en question de métier. Je dis, mais comment puis-je changer à mon échelle tous les jours en évitant d'arriver à ça? Et au hasard, Toto, une semaine après, je vais avoir une intoxication. Je vais avec mon pote à Notre-Dame dans un quartier, machin, je mange la terrine de foie gras. Je vais avoir une intoxication. Bon, le karma qui m'a rattrapé en mode, voilà la remise en question, tu l'as voulu. T'en manges plus depuis? J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Grosse intoxication, mais je vomissais dans le métro et tout. C'était horrible. Hein. Je n'ai pas pu aller au travail le lendemain alors que... Ah oui, donc t'étais vraiment pas bien du tout, quoi. C'était vraiment vomi. Et ça a marqué pour toi un changement, on va dire, radical dans le... Comment on pourrait dire, dans le sourcing et dans l'attention que tu portes aux produits que tu cuisines, du coup. C'est ça. Et aux gens peut-être qui les font aussi, du coup. C'est ça, dans les gens, les fournisseurs au premier, mais surtout on est ce qu'on mange, on ne va pas se mentir. Quand tu te gaves des choses industrielles, au bout d'un moment, la santé elle va te rattraper. Hein. Enfin, c'est assez normal. Mais surtout pour moi, c'était vraiment un niveau animal, ça me remettait énormément en question parce que quand tu manges un animal qui est maltraité, qui était violenté, toi, énergiquement, tu vas manger quelque chose qui n'est pas bien. On ne va pas se mentir. Quand tu manges un animal, parce qu'il n'y a pas de carnivore, forcément, ce n'est pas parce qu'on est carnivore qu'on est méchant.
Dans le sens, on peut être tout en carnivore, tout en respectant un animal. Et c'est ça. Mais le problème, c'est que les lobbies industriels, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus des petits éleveurs. Même s'ils ont un danger sanitaire pour eux, les petits éleveurs. C'est bien ça le problème. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout doit être stérilisé. Il y a, je sais pas, il y a un demi-siècle, quand tout tombait par terre, tout cassait, les grands-mères, ils disaient, bah, c'est des anticorps. Alors d'aujourd'hui, ils disent, oh là, on met le désinfectant. Parce que sinon, ça, c'est, les mentalités, ils ont changé d'une façon extrême. Enfin, on ne peut pas trouver un juste milieu. C'est toujours... c'est blanc ou noir. Tu ne peux pas être entre les deux. Bah alors que le mieux, c'est l'entre les deux, je pense. Et comment tu essayes du coup d'appliquer ça, toi, dans ton travail, ta nouvelle tu vois, philosophie? Qu'est-ce que tu t'es dit, du coup, dans ton restaurant, là, dans le 16e, avec ça? Comment t'as... Alors, moi, je travaille avec des fournisseurs, des petits fournisseurs locaux, et qui soient de viande, de poisson de saison. C'est hyper important pour la production, pour éviter que, justement, il y a... Bah, déjà, à l'heure d'aujourd'hui... On ne va pas se mentir, ça, il y avait 10 ans, on pouvait faire ce raisonnement-là. Mais alors d'aujourd'hui, tout est d'élevage, quasiment tout. Sinon, les poissons qui ne sont pas d'élevage, ils coûtent hyper cher. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui c'est dorade et bar aussi, on bouffe d'élevage. Ça change que ces gros bassins d'élevage, ils polluent tout ce qu'il y a autour parce que cette concentration de bactéries et de ça et de mauvaise énergie, encore une fois, ça enchaîne des bactéries qui font mal à la santé. Donc, c'est un cercle vicieux par rapport au tournoi de la mer. Et pour la terre aussi, malheureusement. Enfin, il y a combien de jours? Il y a même pas une semaine, ils ont validé la loi du plomb. Donc là, on fait 2 pas en arrière à niveau écologique. Et ça me fait tellement mal au cœur parce que je peux pas comparer l'Italie et la France. Parce que si vous voulez, en Italie, il y a des choses qui sont pas bien. Et à France non plus. Mais la France, moi, personnellement, je trouvais ce que je n'ai pas trouvé en Italie, par exemple. Et ça me fait vraiment mal au cœur, savoir qu'on a fait 2 pas en arrière à niveau écologique, parce que tous les petits agriculteurs, tous les gens qui étaient en train de développer, bah, depuis 2018, ça fait pas non plus... 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans. On va se trouver tous chez l'endocrinologue. On se prend un rendez-vous ensemble. On y va tous. Non, mais t'as raison. C'est choquant. Donc, toi, t'es sur on va dire pas le credo, mais manger moins, mais de meilleure qualité. C'est ça? En termes de produits? Oui, pas forcément manger moins, mais faire attention aux produits qu'on mange. Je sais qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, tout est prêt. Même, on s'est rendu compte avec mon copain, nous on est tous les deux cuisiniers, mais on se rend compte, on a des amis qui font pas forcément de la cuisine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter chez Picard, ils vont acheter des trucs déjà tout prêts. Et finalement, cette chose, finalement, c'est pas sûr que d'ici 10 ans, on aura toujours la possibilité d'avoir cette chose toujours prête. Il faut savoir se faire cuisiner au minimum. Je trouve déjà de base, c'est hyper important, non? Oui. Ouais. Mais parce que aussi, peut-être aussi que ça correspond à nous, à notre éducation aussi peut-être. Tu vois, toi, ton éducation Non, alors je dis la vérité, parce que là, je vais vraiment casser le cliché de c'est trop bien, t'es cuisinière, tu dois faire à manger à la maison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand j'enchaînais mes 15 heures par jour au boulot, en 5 jours sur 7, je rentrais, je regardais Deliveroo et je disais, allez, c'est parti. Et c'est justement ça le problème. C'est avoir ça. Parce que même si t'es cuisinier, t'es pas cuisinier, le week-end, là, avec la technologie, avec tout ce qu'il y a autour, on a comme habitude de pas se concentrer forcément à se faire un bon plat, à se faire plaisir, même à soi-même, pas forcément pour les autres. C'est vrai que la cuisine, c'est le partage, mais même un partage avec soi-même, justement pour ça. Non, on n'a pas le temps. Donc, pendant qu'on mange, on regarde toujours une vidéo, on regarde toujours lui s'il m'a répondu. Aussi, ça, on prend pas le temps de s'asseoir, regarder l'assiette et dire, ah, aujourd'hui, j'en profite. Parce que toi, tu... Profiter de l'instant présent. C'est ça. Ça correspond aussi à un moment, à un partage, à un échange et à prendre le temps, quoi. Oui, prendre le temps. C'est plus facile de faire à manger pour les autres. Parce que vu que la cuisine, c'est quelque chose de partage, tu te dis, bah tiens,
j'invite Alex, Wilfried et Jean-Michel, tiens, on va faire une petite fête. Et là, ça te fait même plaisir. Tu te dis, ouais. Alors, quand tu es en week-end toute seule, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas forcément l'envie. Et c'est là, parce que de toute façon, le cerveau humain, il est porté à procrastiner, peu n'importe. Donc, notre cerveau, à chaque fois, donc, il faut vraiment chacun fasse son effort. Je pense, on ne peut pas changer le monde. Une personne toute seule ne peut pas changer le monde. On est au courant, mais rien n'empêche que chacun, dans son quotidien, s'il fait un petit effort, qu'il soit à niveau de saison, à niveau de choix de produits. Je sais qu'il y a énormément de familles, par exemple, même pour moi, que je suis célibataire, enfin, je suis en couple, mais je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants en charge, c'est déjà cher ce que j'achète. Alors je me dis, il y a énormément de familles qui ne peuvent pas se permettre ça et c'est là que le serpent se mord la queue. Oui. Oui, bien sûr, c'est pas facile. Ouais. Alors attends, parce que là, du coup, on est parti loin, hein, et si on revenait dans le 16e. Oui, c'est ça. Alors, marche arrière. Donc, on est vers 2004 dans le 16e, c'est ça? Dans 2013. 2013, oui, 2004. Alors, moi, je suis reparti trop loin. Okay, je reviens. Ouais, je reviens. Donc, 2013, on est donc à Paris dans le 16e. Oui. T'apprends donc ce que tu disais, le bourguignon, apprendre le français aussi. Ah oui, bah, t'as raison. Je parlais pas du tout français, j'ai bien galéré au début. Et après, j'avais postulé au restaurant Potioka de Louise Jacob et Sébastien Gravet. C'est des chefs basques de l'école Fréchon. Je fais 2 ans là-bas et j'ai tourné tous les postes. J'étais au début responsable des entrées desserts. Après, j'ai fait les garnitures, les cuissons. Et c'est justement là que j'ai observé mon ancien chef, Louis Jacob, faire le lièvre à la royale. Et ça m'a fascinée. Il restait l'après-midi à faire ses trucs et tout. Je l'attendais quand il appelait les fournisseurs. Donc, c'est là que je commençais à me dire, ouais, j'aimerais bien, en fait, avoir une place un jour comme chef quelque part. Là, j'étais encore petite. J'avais 22, 23 ans. Donc... Et là, déjà, c'est là où tu as compris qu'un jour, tu voudrais être chef J'aurais bien aimé être chef. Après Potioka, j'ai enchaîné le Ritz. Le Ritz, je suis arrivée, j'étais à la brasserie. OK, cool, je tourne dans la brasserie, garde-manger chaud, froid. Après, j'ai fait l'entremets, c'est les garnitures, les cuissons. Et après, il y avait eu la possibilité qu'en fait, le responsable de nuit en cuisine, il partait. Donc, je me suis dit, j'ai envie de gagner un peu plus de thunes. Et en même temps, avoir une expérience de nuit, ça peut changer, vu que tu gères un peu tout. Donc, je suis allée en parler au chef Nicolas Salle. Il m'a dit, Tania, mais t'es sûre de vouloir le faire? Parce qu'alors, dans l'histoire de Ritz, il n'y a jamais eu une femme responsable de nuit en cuisine, car c'est hyper dur. Alors, tiens, pour moi d'abord et les auditeurs ensuite ou l'inverse, c'est quoi, ça consiste en quoi ce job alors? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le job de nuit consiste à faire déjà la mise en place pour les restaurants. Après, tu as la Fashion Week qui arrive, donc tu as du service la nuit au room service. Donc, par exemple, tu as un bœuf ou une saumonière à 4 h du matin, tu dois la faire. Et jusqu'à là, ça va. Mais les ennuis, ils commencent vers 5 h, 6 h du matin. Ça veut dire, en même temps que tu as des commandes et que tu avances la mise en place, tu as aussi toute la marchandise de Ritz à réceptionner. Et en même temps, mettre en place avec des énormes échelles le petit déjeuner qui est au premier étage, donc faire des allers-retours avec l'ascenseur. Le problème, c'est que quand, par exemple, tu as un petit déjeuner japonais à 6 h du matin, en même temps, tu as les livraisons, et en même temps, tu as notre commande au room service. Ah, c'est vite le bordel. C'est vite le bordel. Il fallait être réceptive. Donc, j'ai quand même enchaîné quasiment 1 an. J'ai fait 8 mois. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a le plus appris ou alors, le jour, on était en plein Fashion Week. J'avais qu'un commis avec moi, à l'époque, Brian. Et le mec, on commence à recevoir des bons. C'était plein Fashion Week. Donc, au room service, c'était waouh, au Ritz. On commence à recevoir. Et je voyais Brian qu'il paniquait. Il allait à droite, à gauche, il allait chercher des trucs qu'il y avait déjà dans le frigo à un certain point. Je le regarde, je le chope, je dis, écoute, Brian, t'inquiète pas, ça va bien se passer. 3 minutes après, il s'est coupé avec la machine à jambon. Et alors, là, je le regarde.
Je dis, écoute, vas-y, va te faire soigner. Je regarde, il y avait un chef de rang devant moi. Je le regardais et dit, tu mets un tablier, tu viens avec moi en cuisine. On a envoyé avec le chef de rang. Et du coup, tout le monde était exorbi. Il m'a dit, ouais, Tania, bravo, t'as géré de ouf, incroyable. Le client, ils étaient contents, donc c'est cool. Mais ouais, super expérience. Et pareil, une fois, j'avais les livraisons en même temps et on me dit, bah, Tania, il y a 3 petits déj japonais qui marchent. Tu pourrais t'en occuper, s'il te plaît? C'est quoi les petits déj japonais, du coup? En fait, c'est la petite omelette japonaise, tous les petits trucs à envoyer pour 2-3 personnes à partir de 6 heures du mat. Et moi, avant 6 heures, il faut que j'aie mis ça en place pour l'équipe du petit-déj qui arrive. Mais il y a un petit trou entre l'arrivage de l'équipe du petit-déj et les commandes. Donc, c'est moi qui comblais, entre guillemets, cet horaire-là, en même temps que je m'occupais des livraisons. Donc, c'était spicy. Et tu commençais à quelle heure et tu finissais à quelle heure? J'ai commencé à 22h45 et je finissais à 8h30. Et tu voyais pas le temps passer? Non. Non. Alors là, t'y allais. Hein. Là, je me rappelle, il y avait chef François Perret qui, à chaque fois, avant de partir, parce que je m'occupais aussi de faire sortir des desserts à la demande des clients dans le room service. Donc, on m'avait fait un check et tout par rapport au dessert. Et à chaque fois, pour me dire au revoir, il passait, il mettait en place la musique, selon lui. Donc, il prenait mon téléphone, il me mettait dans un bain-marie, il m'a dit, chef, je vous ai mis en place la musique. Donc, je regardais, merci, chef. Trop mignon. Parce que tu pouvais recevoir une commande pour un steak ou un tartare ou je ne sais quoi à 3 heures du mat avec un dessert de ma boule en même temps. Bien sûr. Bien sûr, oui monsieur. Ah ouais, donc c'était... C'est au Ritz Paris, hein, ouais, tout ce qu'ils souhaitent, les gens, il faut leur donner. Hein. Oui, bien sûr. Avec la bouteille de vin ou de champagne, que sais-je, enfin tout. Oui. Oui. Après, le service de nuit, il était toujours... Enfin, c'est pas une nouveauté. Par exemple, une femme qui travaille dans le room service, par exemple, au service des boissons, alors que responsable en cuisine, c'était vraiment, à l'époque, c'était... Ah ouais. Tu devais être fière quand même, non? Très fière, très fière. En plus, quand le chef m'avait dit « Oui, t'es sûre de pouvoir le faire », je regardais bien dans les yeux, je dis « Ah oui, là, je suis encore plus sûre. » Pour le coup... Parce que, autant que femme, en général, je pense que chaque femme, elle va se retrouver dans ce que je vais dire. On a quelque chose à se vaincre à nous-mêmes par rapport à, inconsciemment, par rapport à tout ce qui nous est arrivé à ces millénaires. On a comme cette rage au fond de nous qui nous dit il faut que je dois m'émanciper en tant que personne, en tant qu'être humain avant de... Donc, ouais. Génial. Donc, tu fais 10 mois. Ouais. Un an, une petite année. Après, je suis allée au Ritz, j'ai fait 2 ans en tout. Je fais quelques mois au room service la nuit, enfin, en tant que responsable de nuit, quelques mois à la brasserie, après, j'ai fait l'étoilé. Okay. L'étoilé, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça me correspondait pas. Hein. C'est pas parce que c'était pas bon. Ça n'existe pas bon. C'est juste que ça me. Pas ta philosophie. C'était pas ma philosophie. Je trouve moi dénaturaliser un produit pour faire un truc de dingue. Ça peut être dingue, mais moi ça m'excite pas tant que ça. Alors qu'un plat bien réalisé, goûteux, qui a du goût, et qui ça te fait un souvenir, et qu'il a une histoire, ça me plaît plus. Ce serait quoi alors? Presque trop technique pour toi l'étoilé? J'ai appris ici. Après, moi, je trouve qu'on enlève un peu le... Alors, ça fait trop. Alors, trop d'histoires de machin. Une fois, avant d'aller à travailler au Ritz, j'y allais manger au Ritz. Ça m'avait hyper marqué, vraiment, la personne qui est à côté de toi, en mode, tu peux rien dire, tu sens... Enfin, t'as tout le temps quelqu'un qui te remplit l'eau, qui te... Enfin, après, ça, c'est un monde qui... Je suis née à 8 km de la mer. Enfin, c'est vraiment 2 mondes différents. Et pour moi, c'est ça un peu les étoiles. C'est un peu le luxe. Qu'en fait, finalement, la vraie bonne cuisine, c'est pas le luxe. C'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ce qu'il y a dans l'assiette, le produit. Ce qui me dit tout le temps, mon père, va à l'essentiel, va... T'as pas besoin de mettre 1 milliard de choses. Quand un produit il est bon, c'est tout. Génial. Donc du coup, tu fais l'étoilé et là tu te dis ça me correspond pas.
Donc, On a dit, j'ai pas trop aimé cette étoilée, mais j'avais encore envie de voir un autre étoilé. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, vas-y, l'auberge de Glazik, Olivier Belland, 12 étoiles Michelin. Et Donc, alors je suis allée là-bas. Catastrophique. Je n'avais pas aimé du tout. J'aime pas, je parle pas trop de cette expérience parce que ça m'a pas traumatisée. Parce que, en fait, quand on est jeune, quand on a 20 ans, enfin, après chaque personne est différente, mais dans mon cas, j'ai eu toujours cette présomption qui m'a sauvée, entre guillemets. Dans le sens que même quand les gens t'insultent, te parlent mal, tu ne te laisses pas abattre. Tu as la présomption de dire vas-y, je suis meilleur que toi finalement. Dans un sens, ça te couvre, ça te protège, cette façon de. Une carapace, quoi. Une carapace, voilà. Donc, je suis restée 7 mois. C'était dur parce que c'est un chef à l'ancienne. Et j'ai fait partie de l'équipe. L'équipe, elle s'était barrée, on s'était quasiment tous barrés. Mais surtout, lui, il n'était pas sexiste. C'était vraiment dur, un peu n'importe quel sexe, femme, homme. Ouais. Mais dans la limite gratuite. Donc c'est pour ça que j'ai vite fait mes valises. Et en fait, en Bretagne, déjà, j'ai découvert la Bretagne que j'adore. Et c'est hyper dommage que ça s'est mal passé parce que, pour le coup, je pense que je me serais installée un gros bout de temps là-bas parce que j'adore la Bretagne. C'est la première fois que tu y allais? Yermatt, ouais, j'adore. J'adore le whisky breton, les gens, j'adore. Les Bretons, c'est... Si. Mes meilleurs potes, alors d'aujourd'hui, mes meilleurs potes, c'est breton. Donc, vraiment, moi, la Bretagne, ça m'a impacté énormément. Et du coup, mécontente, moi, j'avais en fait familiarisé énormément avec mon chef, qui est propriétaire aussi du restaurant Minézum, qui était à 3 minutes de l'auberge de Glazik. Et moi, j'avais mangé le week-end. Bon, j'étais au plus moderne. Autant vous dire que s'il y avait 100 habitants, c'était déjà beaucoup. Donc, j'avais rien à faire le week-end. Et ça m'allait comme ça. Et donc, j'allais dans ce restaurant. Et donc, j'avais raconté ce qui m'était arrivé avec l'auberge de Glazik. Et elle me dit, bah, écoute, tu viens, on se fait un échange culinaire. Tu m'apprends la cuisine italienne. Moi, je t'apprends la cuisine bretonne. Et donc, je suis restée dans ce restaurant pendant 15 jours à faire des recettes, des plats. Elle aussi, elle m'avait alors, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle m'avait offert une espèce de pochette pour mettre la farine de sarrasin pour pouvoir faire la sémule de sarrasin. Okay. Je sais pas si vous voyez le plat traditionnel. Non. Ah, giga farce. Viande de phare, version revisitée au sarrasin. Ok, attends, je vais le rechercher. Amis bretons, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les bonnes adresses où manger les meilleurs, comment tu dis, kika farce? Kika farce. Donc on t'a appris à faire ça? Ça, après d'autres plats, le phare breton, évidemment. Queen Le kinaman, oui, plein de choses. Et moi, je lui ai appris à faire la pâte fraîche, les petites farces, les petits pâtés, donc c'était cool. C'était un très très bon échange culinaire. À l'époque, j'étais encore jeune, j'avais 26 ans. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, j'ai une pote qui m'appelle et me dit bah, écoute, est-ce que ça t'intéresserait la place de chef? Je dis oula, François, j'ai 26 ans. Chef, il me dit non, mais t'inquiète, on va te suivre. Ça va être un petit restaurant de 30 couverts. Tu vas connaître, le boss, il est sympa. Je dis bon, ok, vas-y, je reviens sur Paris. À l'époque, j'étais chez Madame Geoffroy, à Trocadéro. Et du coup, j'enchaîne. C'était le restaurant du coup, de Juan Arbelez et Laurie Tillman. À l'époque, ils étaient encore ensemble, Vida. Et ce restaurant m'a changé la vie. Pourquoi? Parce qu'au début, on m'a interdit d'utiliser le beurre, le lait, la crème, la viande rouge. Et donc là, mon plat préféré, c'était l'entrecôte. C'est l'entrecôte encore aujourd'hui. Donc je dis, OK. Donc un défaut, mais finalement, le défi, c'était vraiment de faire à manger pour tout le monde. Pourquoi on t'avait interdit ça? Pour avoir une cuisine un peu plus healthy, un peu plus responsable entre guillemets, parce qu'on sait tous que la viande rouge, à bout d'un moment, c'est pas bon pour la santé. Et du coup, au début, c'était un peu chiant. Après, je me suis dit, ben vas-y, on prend les cornes, le taureau par les cornes. Voilà, on prend le taureau par les cornes. Et je me mets dessus. Donc, j'ai créé des recettes comme des crèmes brûlées véganes. Là, je travaille énormément le seitan. Donc,
Finalement, je me suis dit, la mission d'un cuisinier, c'est pas forcément faire à manger pour faire à manger, c'est faire à manger pour faire plaisir à la personne qui mange. Le classique cuisinier lambda qui dit, ah ouais, le vegan, le végétarien, ils font chier, on va lui mettre des pâtes à la tomate, une salade de fruits au dessert, et c'est bon, ils font chier. Mais pourquoi ils font chier? Ils t'ont demandé d'être comme eux? Non, pas du tout. Chacun il a le choix. Le libre arbitre commence au moment que l'autre personne, elle te fait rien. Enfin, dans un sens. Donc, au bout d'un moment, c'est nous, les cuisiniers, qu'on doit se mettre en question pour faire à manger bien aux autres, pour faire vivre le même moment de toi qui es végane, et toi qui es végétarien, et toi qui es carnivore. Tous les trois, vous êtes remplis et aimés et aidés Ça veut dire que à la même manière. la contrainte qu'on t'a imposée, toi, t'en as fait une force quelque part. Oui. C'est ça? Oui.